Bonsoir. Merci pour le magnifique jingle qui nous invite à nous concentrer pour entrer ce soir dans ce lieu magnifique dont je sais qu'il a été réouvert en 2014 après 3 ans de travaux et qui est une bibliothèque somptueuse qui, au tout départ de l'histoire de l'université, avait été ouverte au public en 1770 lorsqu'elle était située de l'autre côté de la rue, au sein du lycée Louis-le-Grand. Bref, elle est revenue en 1823 et nous voilà ce soir pour accueillir, j'en suis sûre, des débats féconds sur une question grave, qui est celle du cadre qu'il faudrait apporter, renforcer sans doute, au sujet du harcèlement et du cyberharcèlement, qui devient une forme de l'un des drames finalement que notre société moderne a l'air de charrier du fait de l'introduction de ce qu'on appelle du tout numérique et qui donne à chacun la voix, en quelque sorte, une voix qui permet à chacun de porter sa voix au travers particulièrement des réseaux sociaux. Et qui crée, on l'a vu, on le voit, des désordres tout à fait singuliers. J'ai le plaisir de recevoir ce soir donc nos 3 intervenants. Philippe Cohen d'abord, vous êtes directeur juridique de Walt Disney en France et vous êtes également président fondateur d'une association dont vous nous parlerez très largement qui s'appelle Respect Zone et qui a aujourd'hui 10 ans. Caroline Guillaumin, vous étiez directrice des ressources humaines auparavant, mais aujourd'hui vous êtes directrice exécutive de la communication chez Orange et par ailleurs vous êtes également présidente déléguée de la Fondation Orange, sujet dont vous aurez l'occasion également de nous entretenir. Enfin, Lou Engel, vous êtes... alors, il faut que je lise parce que c'est des mots nouveaux pour moi et c'est une question de génération. Vous êtes gameuse, voilà, et vous êtes sportive dans une grande équipe de e-sport. Voilà. Et par ailleurs, vous êtes streameuse, je continue dans les mots magiques, enfin difficile pour ma génération, streameuse sur une chaîne Twitch que vous avez ouverte en 2020 et aussi étudiante à quelque chose que je peux dire plus aisément, Sciences Po Lille, donc ça je vois davantage. Et vous interviendrez également pour nous faire part de votre expérience justement de l'usage de ces réseaux sociaux et de ces risques qui s'y rapportent. Je voudrais, avant d'engager la conversation qui va se tenir de la manière suivante, je vais tâcher de donner des règles auxquelles on va essayer de se tenir. Je vais proposer à chacun la même question et leur proposer à chacun de nous donner une réponse sur les questions en cause. Puis, on fera un petit questionnement individualisé en fonction de ce que vous nous avez à nous dire, sans oublier l'intervention ensuite de nos jeunes sémillants étudiants qui viendront également interroger nos intervenants. Puis enfin, nous ouvrirons le débat avec cet auditoire attentif. Un point important, rapide, sur l'évolution législative de la notion.
Le harcèlement, bon, d'abord le harcèlement existe depuis toujours, ça n'est pas en soi un concept nouveau. Le harcèlement existait bien avant le surgissement des réseaux sociaux, bien entendu. Et c'est intéressant de voir que le droit s'est enrichi d'une caractérisation et d'une définition de ce que harcèlement veut dire dans différentes sphères du droit. Et il me paraît intéressant de relever que c'est en 2002, j'allais dire seulement, en 2002, c'est relativement récent, que le droit du travail a intégré un article 1152.1 au sein de son code, au code du travail, pour définir le harcèlement dans la sphère professionnelle, en 2002. Et figurez-vous qu'il est intéressant de constater qu'il a fallu attendre 20 ans plus tard, en mars 2022, pour que la définition du harcèlement scolaire soit intégrée dans le Code de l'éducation. Et donc il est intéressant de voir que pendant cette période récente, finalement 20 ans, qu'est-ce que 20 ans, une génération en vrai, toutes ces questions et toutes ces surgissements de ces difficultés se sont traduites dans la réalité, dans différentes sphères de la société. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde servicepublic.fr, on développe la notion de harcèlement et cyberharcèlement comme étant un rapport de domination, défini comme un rapport de domination et ou d'intimidation entre une personne ou plusieurs personnes entre elles, intermédiées ou non par les technologies. Et l'on observe que ces phénomènes se découvrent tant dans la sphère familiale, y compris dans les couples, que dans la sphère professionnelle, que dans la rue, l'espace public, et encore évidemment à l'école et à l'université. Donc voilà le programme, c'est extrêmement large et extrêmement grave, c'est un phénomène symptomatique de plus largement le déversement de la haine en ligne, on connaît ça très bien. Donc je voulais vous poser une question à chacun, avoir une sorte de réponse de votre part, enfin de ressenti de votre part à la question suivante. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics, ou est-ce qu'on en fait assez, est-ce que l'opinion publique est suffisamment sensibilisée à la question du cyberharcèlement, étant précisé évidemment, il ne faut pas l'oublier, que la jeunesse est particulièrement frappée par ce problème-là, et particulièrement les femmes dans ce même segment. Qu'en est-il ? Emmanuel, Barbara, merci d'abord. Merci pour votre introduction et pour votre accueil dans ce lieu mythique qui parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il nous dirait depuis 1800, combien vous avez dit, 1823 23, à l'époque où la bibliothèque a été transférée de la rue Saint-Jacques. Je pense que nos aînés auraient été surpris de voir à quel point l'âme humaine a une capacité à l'habituation. C'est-à-dire le fait de s'habituer au pire. Donc votre question, c'est une question importante, c'est est-ce qu'il y a une conscientisation ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est conscient de l'existence du trauma possible, du mal ? Est-ce qu'on arrive à distinguer ce qui est acceptable de ce qui n'est pas acceptable ? Là, ça commence à être déjà délicat. Donc, est-ce qu'il y a une conscience de l'existence d'un fléau ? La réponse est largement oui. J'étais encore cet après-midi au Sénat pour l'Assemblée des enfants qui venaient pour parler de leur témoignage et de leur ressenti pour savoir comment est-ce qu'on fait évoluer la capacité de pouvoir apprendre à mieux vivre dans l'éducation à l'école, de la manière dont on lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Et en fait, ils ont plein d'idées sur comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses en termes de conscientisation et de programme. Par contre, ce qui on va dire, anime l'action de l'association que j'ai fondée il y a 10 ans, comme vous l'avez dit, Respect Zone, c'est de pouvoir faire ce qui est très manquant aujourd'hui, au-delà des textes. Parce qu'un texte, quand il est trop tard, on le met en œuvre. C'est comment est-ce qu'on travaille sur la prévention avec la capacité de pouvoir outiller tout le monde à n'importe quel âge. Et c'est le fait de vouloir inventer et imaginer des nouveaux outils qui parlent aux nouvelles générations. Vous avez dit vous-même, Emmanuel, que ce n'était pas évident de prononcer certains termes aujourd'hui en fonction de sa génération. Donc on est bien obligé de parler avec les codes de chaque génération et il vous surprendra d'apprendre que lorsque vous êtes à l'école, quelqu'un qui a 13 ans n'est pas sur les mêmes jeux et les mêmes réseaux que quelqu'un qui en a 16, qui n'est pas sur les mêmes jeux et les mêmes réseaux que quelqu'un qui en a 19, etc., etc. On est toujours le ringard de l'autre.
ou celui qui va être dans un club dans lequel l'autre ne sera pas. Et un dernier point pour donner l'angle et répondre à votre question, c'est ce qui anime le combat de Respect Zone, c'est comment est-ce qu'on outille pas seulement les potentiels auteurs ou comment est-ce qu'on répare le trauma d'une victime, c'est comment est-ce qu'on équipe et qu'on outille tous ceux qui, comme nous ici, voient tous les jours un déferlement de haine, un déferlement de partage d'informations qui sont fausses, erronées, et qui ne font rien parce qu'on n'est pas équipé pour savoir comment est-ce qu'on dessille les yeux, relève la tête et apprendre à dire stop, parce que c'est la capacité pour les bystanders, c'est-à-dire pour les témoins, de pouvoir arrêter les micro-violences, voire les pires violences. Merci Philippe. On reviendra très abondamment sur Respect Zone parce que vous devez nous en dire davantage. Caroline. Alors, peut-être plus simplement, je pense que non. En fait, je pense que le public, de façon globale, c'est vrai pour les jeunes et les moins jeunes, n'a pas conscience des risques qu'il y a, que ce soit... alors là, on parle quand même beaucoup du cyberharcèlement, donc on va rester peut-être dans cette sphère-là, mais je pense qu'il n'y a pas de prise de conscience. Je pense qu'en plus, avec l'avènement de l'IA et de la Gen AI, on voit l'apparition de méthodes, de capacités, évidemment de fraude, mais surtout d'attaques, en fait, et voire d'attaques contre ces jeunes générations qui sont encore plus redoutables. Donc je pense que alors après, est-ce qu'il y a assez de lois ? Je pense qu'on a déjà énormément de lois, même si, évidemment, c'est toujours bien d'avoir un cadre, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Former les jeunes et les moins jeunes, former les parents en particulier pour qu'ils aient conscience. Moi, je pense que cet outil est extraordinaire. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut tout mettre à la poubelle. Les outils, les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose qui a eu et qui a un vrai intérêt. Voilà, il faut passer beaucoup plus de temps à former. Et Lou, alors la jeune génération, elle nous dit quoi ? Je suis déjà honorée de pouvoir représenter cette jeune génération. Merci Madame Barbara pour la parole. Emmanuel, ça fait plus. Allez. On est donc sur Emmanuel. Si vieille que ça quand même. Non, mais c'est le cadre aussi qui fait également ça. Donc moi, je pense qu'il y a tout de même une forme de consensus public, intergénérationnel, sur le fait que le harcèlement, qu'il soit dans la sphère numérique ou non, est déplorable. Si on voit les spots, qu'ils soient de prévention par certaines marques ou gouvernementaux, tout le monde tend à s'accorder pour dire que oui, le harcèlement, c'est pas bien. C'est pareil à l'école, puisqu'il y a quand même des phases de prévention où tous les élèves semblent être d'accord. J'ai l'impression que ça devient en fait des comportements qui sont internalisés, qui sont même plus conscients en fait quand certaines personnes l'effectuent. Par exemple, on se retrouve, et c'est peut-être déjà arrivé à certaines personnes dans la salle, du jour au lendemain, on se retrouve dans le bureau du CPE. On était juste là à rigoler avec les copains autour, je sais pas, des cheveux d'une personne ou d'une mauvaise note que cette personne avait eue là, et cette personne-là finit en larmes, finit dans le bureau du CPE où on nous dit « vous êtes des harceleurs ». Et là, la mâchoire qui tombe, les bras m'en tombent, mais non, je ne suis pas un harceleur. Enfin, c'est vraiment un mot, parce qu'on parle de cyberharcèlement, mais quand on parle des personnes qui le perpétuent et qui le font, c'est vraiment un mot tabou, en fait, où personne ne veut se reconnaître comme harceleur. Et j'ai l'impression que dans la sphère numérique, c'est encore pire, avec une notion qu'on évoquera probablement par la suite, mais cette notion d'anonymat qui fait qu'en plus, il y a une espèce d'invisibilisation de la personne qui perpétue ça, d'anonymisation. Et en fait, on se permet de dire des choses qu'on ne dirait probablement pas dans la vraie vie. À cela s'ajoute du coup mon sujet, les jeux vidéo, qui font que on est censé être dans un espace de hobby, de loisirs, entre jeunes et plus jeunes d'ailleurs, puisque ça ne concerne pas seulement les plus jeunes. Et ce jeu, en fait, sert parfois d'excuse à certains comportements, à certaines remarques qui sont répréhensibles. Et ça s'étend aussi, évidemment, sur la sphère des réseaux sociaux. Très bien. Donc déjà, ce premier tour de piste, si je puis dire, sous l'angle de la conscience, de la connaissance, du sentiment, du ressenti que l'on a une difficulté à ce sujet. Merci pour ce point de vue. Mais justement, je voudrais le poursuivre puisque vous avez tous, les uns les autres, abordé, dans le fond, la question de la maturité. Et je me demandais, et je la pose cette question de manière un peu polémique, compte tenu des autres polémiques autour de cette même question, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, puisque ça a l'air d'être le lieu de tous les dangers, ne faudrait-il pas imaginer un âge minimal
pour agir sur Internet. Enfin, Internet au sens générique, hein, pardon pour ma terminologie un peu ancien régime, mais enfin, vous voyez, est-ce qu'on peut, voilà, Internet, sous-entendu les réseaux. Faudrait-il un âge minimum, comme on a un âge minimum pour boire de l'alcool ou que sais-je encore? Mais il y en a un. Votre avis? Mais il y en a un. Il y en a pour tous ceux qui ont déjà essayé qui ont fait des inscriptions sur les réseaux sociaux. Vous avez écrit, effectivement, vous devez avoir 12 ans, 13 ans, 15 ans, en fonction. Le problème n'est pas qu'il y en ait la capacité. Le problème, c'est est-ce qu'on est capable de faire en sorte que nous sachions. Alors là, je vais parler par exemple pour l'opérateur. Comment je fais pour savoir que c'est bien quelqu'un qui a 13 ans et plus qui s'inscrit sur X ou sur TikTok ou je ne sais pas quoi. Il y a des systèmes qui sont en train d'être testés actuellement. D'ailleurs, on a des pilotes actuellement en cours qui permettent effectivement de vérifier par des systèmes assez subtils, d'ailleurs générés par l'IA. Et donc, l'IA, ça sert aussi à des choses positives qui permettraient assez rapidement de pouvoir faire en sorte de ne pas inscrire des enfants. Donc ça va permettre de savoir qu'on a une pièce d'identité qui correspond un peu comme quand vous êtes sur les jeux en ligne, hein, puisque ça existe. Vous avez un système qui vous permet de ne pas jouer en ligne si vous avez moins de, je crois que c'est 18 ans. Donc ça, c'est possible, mais vous n'empêcherez jamais la personne de bypasser en fait ces systèmes-là. Et c'est le même problème que les contrôles parentaux qu'il y a. Il y en a partout des contrôles parentaux. Il y en a chez les opérateurs, il y en a sur les téléphones iOS et Apple. Et néanmoins, ça ne suffit pas. Donc c'est pour ça que je dis, il faut des systèmes plus pertinent, mais il faut également de l'éducation un petit peu plus, je dirais, large. Philippe? Alors moi, j'aimerais ne pas être d'accord, parce que ce n'est pas parce qu'une fourchette est dangereuse, si elle est mal utilisée, qu'il faut arrêter d'aller utiliser des fourchettes à partir d'un âge donné. Si on est capable de pouvoir faire émerger des règles de base, des fondamentaux dans l'espace numérique, il n'y a pas de sujet sur l'âge. Évidemment, sur l'accès à la pornographie, à la violence, effectivement, il faudra un âge limite minimum, et c'est le cas aujourd'hui. Et il y a beaucoup de débats là-dessus, et on travaille là-dessus avec l'ARCOM et avec les différents opérateurs. Mais nier l'écran aujourd'hui, ce n'est pas extrêmement réaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès aux écrans, et même d'ailleurs encouragé à l'école, parfois à des âges extrêmement bas. Donc plutôt que de se voiler la face, nous on est beaucoup plus favorable à dire comment est-ce qu'on garantit un minimum éducationnel qui fait que la zone du numérique va être une zone safe. Donc créer des safe zones, il y a même une campagne récemment avec Orange sur ce sujet, créer des respect zones, on sait que ça permet de résoudre cette question. Il y a eu par exemple pendant un temps, vous vous souvenez, il y a eu avec la loi Blanquer, il y avait une loi qui interdisait le port du portable à l'école. Sauf que c'était une loi qui s'adressait qu'aux mineurs. Donc on avait un gros souci avec ce texte, c'est-à-dire que c'est un texte qui disait à l'école pas de portable. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que les profs et les adultes n'ont pas eu la même obligation? La règle, elle ne fonctionne pas, on le sait bien en tant qu'avocat, quand il n'y a pas l'exemplarité. C'est-à-dire comment vous faites dans un établissement scolaire, vous avez des personnes qui sont autorisées, des personnes qui ne le sont pas, alors même qu'elles ne sont pas nécessairement exemplaires. Dites-moi, Lou, qu'est-ce que vous penseriez d'une sorte de permis d'Internet? Je m'explique, on a bien un permis de conduire, mais je ne dis pas 18 ans nécessairement, je dis juste un permis de... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, j'avoue que l'idée d'un permis d'usage me paraît beaucoup plus intéressante qu'un palier d'âge, en fait, parce que pour répondre à votre question initiale, pour moi, cette question de l'âge me paraît un petit peu être une fausse problématique, dans le sens où elle peut être intéressante pour protéger les plus jeunes du cyberharcèlement, d'en être victime. Mais pour moi, l'âge est souvent une justification qu'on nous applique en disant « Oh, mais ils sont jeunes, de toute façon, ils ne pensent pas à ce qu'ils écrivent sur Internet, ils ne sont pas forcément responsables. » C'est notamment le cas pour moi quand je suis directement confrontée, et pour d'ailleurs de nombreuses autres streameuses ou créatrices de contenu sur les réseaux sociaux, où on va avoir des remarques sexistes, des remarques très désobligeantes ou même parfois déplacées sur notre physique, et on va nous dire « Oh, mais c'est des gamins, ils ne savent pas ce qu'ils racontent, etc. etc. » Là où, pourtant, souvent, ce sont des adultes, en fait, qui ont 18 ans et plus. Et ce qui est étonnant aussi de noter, c'est que, en fait, les enfants,
quand ils sont toujours dans le foyer parental, il ne faut pas sous-estimer la peur des parents, en fait. La peur de maman qui découvre en fait, ce qu'on a écrit sur Internet, de maman qui découvre qu'on a harcelé quelqu'un à l'école. Il y a quand même cette peur-là, là où une fois qu'on quitte le foyer familial, qu'on devient adulte, personne ne peut nous imposer notre loi, entre guillemets. C'est ce dont on a l'impression, en tout cas au début, à l'entrée dans la vie adulte. Donc effectivement, moi, ça me paraît assez intéressant d'établir peut-être un critère d'usage avec une modération. Ça passe forcément par un contrôle de ce qui est fait sur Internet, et donc forcément une entrée dans la vie privée, peut-être une violation de l'anonymat, et là ça pose des questions un petit peu plus ouvertes, effectivement. En vous écoutant, on va rentrer maintenant dans le détail, mais en vous écoutant, je pensais effectivement non seulement à l'intérêt d'un permis, mais un permis à points aussi. Absolument. À bon entendeur. Parce que franchement, le point qu'on retire, peut-être que ça serait justement suffisamment compréhensible. Justement, on a ouvert plein de débats, et donc je vais davantage interroger chacun d'entre nos invités. Philippe, vous avez créé avec vos fils il y a 10 ans cette association Respect Zone. Pourquoi vous avez fait ça et à quelle occasion, et quel était le fait générateur à cette association, et dans le fond, qu'est-ce que vous avez pu découvrir face justement à votre initiative et qui prospère encore, puisque vous avez fêté ces 10 ans il y a peu. Voilà, donc c'est à ça que ça ressemble, ce label qui renvoie à une charte, aujourd'hui 3 chartes, et qui travaille sur la prévention, sur l'aide aux victimes, sur la prospective et sur des projets innovants, fun, des nudges qui permettent de se comporter mieux et avec une approche toujours positiviste. Donc le fait générateur, en fait, alors il y a plusieurs réponses à votre question. La première réponse, c'est toute une trajectoire pour essayer de réparer le monde. Donc ça, on pourrait en parler dans l'antre de ces murs à la bibliothèque. Mais le fait précis qui a déclenché cette initiative, c'est quand mon fils aîné m'a expliqué un soir qu'il y a eu un groupe haineux, potache, raciste, contre un prof de maths d'origine africaine qui s'était constitué quand il était en 5e, à l'époque où Facebook était jeune. Et ce qui m'a marqué, c'était combien il était désemparé, d'avoir réussi d'ailleurs à m'en parler, mais désemparé de ne savoir que faire. Et c'est le ne savoir que faire qui m'a interpellé en me disant mais c'est pas possible d'être témoin et de ne pas savoir stopper, commenter, qualifier, résoudre, interpeller. Alors je lui ai donné quelques pistes, puisqu'il savait que je m'intéressais à ces sujets depuis très longtemps, au sujet de la discrimination, de la haine, etc. Et je lui ai dit, tu sais, ça va être ineffaçable, donc ça va être une marque à vie sur tes camarades. Le prof va peut-être un jour découvrir la chose, et donc vous serez peut-être sanctionné. Et puis, est-ce que vous avez mesuré l'offense que ça produit et le trauma que ça produit? Donc il est parti courageusement pour l'expliquer à ses camarades. Et là, il s'est fait ostraciser parce qu'ils lui ont dit qu'il était intello, bolos, politique, c'était à l'époque les termes à la mode, pour expliquer qu'il n'avait rien compris. Et ses camarades étaient venus avec 3 contre-arguments. C'est intéressant parce que c'est exactement ceux qu'on retrouve à la 17e chambre quand on plaide sur ces sujets aujourd'hui, et à la 10e chambre. C'est 1, c'était pas grave. 2, c'était privé, ce qui était faux, une deuxième erreur. Et 3, c'était pour rire. Et le c'était pour rire, c'est la contextualisation. C'est à quel moment c'est une infraction, à quel moment c'est drôle, à quel moment c'est plus drôle, à quel moment ça fait mal, à quel moment ça peut aller jusqu'à faire en sorte que quelqu'un passe au suicide, à une déscolarisation, à une souffrance. Et c'est ça notre élément qui a fait que on s'est dit, mais avec comme idée en tête, avec SOS Racisme dans mon esprit une quinzaine d'années avant, en me disant, mais cette main, c'était intéressant parce que tout le monde se ralliait à un signe qui voulait dire tout, en fait. Et la question qu'on s'est posée avec mes 2 garçons, c'était qu'est-ce que vous mettriez sur votre photo de profil, sur votre bannière, sur votre étendard de votre équipe de gameuses pour dire pas de ça chez nous. Chez nous, il y a des règles minimum et vous serez en paix. C'est-à-dire si on fait une partie, par exemple, une partie de tir en ligne sous égide de la charte de Respect Zone, on sait qu'on pourra se dire des choses. On sait qu'on pourra être une gameuse sans être ostracisé, parce que c'est pas facile d'être une femme lorsqu'on est en ligne et qu'on joue
Ce sont elles qui sont le plus attaquées, qui sont le plus vilipendées ou avilisées. Et donc c'est ça l'histoire d'origine de Respect Zone. Justement, Lou, voulez-vous nous faire part de votre expérience à cet égard, puisque Philippe l'évoquait, mais vous, justement, en évoluant dans deux de vos mondes numériques, l'un sur Twitch, l'autre en tant que gameuse, donc dans l'action, dans le commentaire, et puis dans l'action tout court quand vous jouez, ou dans le commentaire, vous êtes confronté pleinement, parce que c'est du jeu ou parce que c'est un usage désormais nouveau que de s'informer ou d'utiliser ces réseaux sociaux, et vous l'avez vécu, et donc Et donc, vaste question, c'est comment dire, des discriminations auxquelles les femmes sont confrontées quotidiennement, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Ça passe par des regards, des petits commentaires qui vont se retranscrire ensuite dans le numérique, notamment, encore une fois, avec l'anonymisation. Donc, pour parler du jeu, en premier lieu, un hobby comme un autre. Moi, j'ai commencé à jouer au jeu sur lequel je suis devenue joueuse professionnelle ensuite, en rentrant des cours d'amphithéâtre à Sciences Po. Il y a eu le confinement, donc voilà, on devait s'occuper à la maison et c'est devenu mon hobby, et très rapidement, parce que c'est un jeu d'équipe, le jeu Valorant, où 5 coéquipiers affrontent 5 autres coéquipiers dans un jeu de tir où le but est d'éliminer l'équipe adverse. Il y a un chat vocal, et c'est là qu'est toute la problématique, puisqu'on peut se parler entre nous à travers l'Europe, et on entend donc notre voix avec le micro. Et j'ai été très surprise, parce que moi, c'était vraiment ma première expérience avec les jeux vidéo, d'entendre un beau jour, le premier ou d'ailleurs peut-être le deuxième jour déjà, un « go back to kitchen », retourne à la cuisine. Sans aucun contexte, évidemment, on est en train de jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas d'attaque ad hominem normalement, on parle vraiment essentiellement du jeu, et en fait j'ai compris que ma condition de femme faisait que je ne pouvais pas être traitée de la même manière que les autres joueurs dans la partie. Alors évidemment, il y a des enjeux compétitifs, et on le sait tous, ceux qui pratiquent peut-être un sport à haut niveau ou pas, un sport d'équipe, des fois l'allié va perdre la balle et on va devoir revenir en défense, on va peut-être encaisser un but, etc. Mais d'avoir des commentaires sexistes, justement, qui n'ont absolument aucun rapport avec ce qui se passe dans la partie, c'était donc déjà la première chose à laquelle j'ai été confrontée. Et ensuite, du coup, par rapport à l'aspect stream, donc personnalité publique, où on diffuse en fait en direct nos parties sur des plateformes de streaming en direct, donc soit YouTube, qui est la plus connue, Twitch, qui est un petit peu plus centré jeux vidéo, où là, en fait, on a un système de chat en direct, où les personnes, simplement avec un compte, c'est-à-dire une adresse mail, c'est suffisant. Il y a des paramètres maintenant, et je pense que c'est aussi dans l'ordre du jour que Twitch impose maintenant, la plateforme impose d'avoir un numéro de téléphone pour pouvoir parler dans certains chats, et c'est aux streamers de choisir s'ils veulent se protéger ou non, en choisissant l'option oui, obliger un numéro de téléphone, ou seulement l'adresse email suffit. Je vous laisse deviner qu'il y a beaucoup de femmes sur la plateforme Twitch qui choisissent de faire au moins vérifier avec un numéro de téléphone, mais encore une fois, ça ne garantit rien. Et des commentaires sur le physique, puisqu'on stream avec sa caméra en direct pour voir les réactions, c'est plus interactif, c'est plus fun aussi à suivre, et c'est comme ça que fonctionne le modèle. Et on a des commentaires sur notre poitrine, par exemple, ou des commentaires où on nous dit qu'on est à leur goût ou pas, des commentaires qui sont très rarement liés au jeu lorsqu'ils sont désobligeants. Et en fait, on est très impuissante quand on voit ça, parce qu'on se met dans une position de défense. Moi, immédiatement, et au début, quand j'avais 18 ans, que j'ai commencé à stream, j'ai envisagé mes relations avec les gens sur Internet comme des relations que j'aurais eues potentiellement dans la vraie vie. C'est-à-dire quelqu'un qui vient me voir pour me dire « t'as une sacrée paire de melons », et je réagis très mal dans la vraie vie face à quelqu'un qui me dit ça. Pareil sur Internet. Donc je réagis directement, j'explose, je dis mais comment c'est possible, tu peux pas dire ça, que ce soit sur Internet ou pas, etc. Et en fait, ces extraits-là sont postés sur d'autres plateformes, Twitter, TikTok, etc., pour dire mais regardez là l'hystérique, elles en jouent, les femmes sur Internet, elles se sexualisent, etc., etc. Et en fait, si vous voulez, c'est un cercle vicieux où quand on essaie de se dresser pour en fait pointer du doigt ces comportements-là et dire que c'est pas normal, on nous dit qu'on s'en sert pour avoir plus de buzz, entre guillemets. On est bien contente en fait que ça arrive pour que l'attention soit sur nous. Et à l'inverse, quand on
se taire dans le mutisme. Il n'y a pas de vraie figure qui s'élève et qui inspire aussi les autres jeunes femmes qui sont parfois, qui s'effondrent. Moi, j'ai déjà fini une partie de jeux vidéo en pleurant parce qu'il y avait des menaces de viol en pleine partie, alors qu'on est censé se détendre après les cours, après le travail, etc. Et je sais qu'il y a énormément de jeunes femmes qui sont très vulnérables par rapport à ça et qui se dégoûtent tout simplement de jouer aux jeux vidéo quand elles ont ce genre d'interaction. Voilà. D'accord, c'est un témoignage assez fort et puis assez déprimant, puisque si je comprends bien, dans le fond, ça peut se terminer juste par le fracas, en quelque sorte, puisque personne, aucune autorité, mais on parlera éventuellement le droit, le judiciaire, oui, peut-être, enfin... Ça paraît sur tellement les jeux loin vidéo, du bord. c'est difficile, effectivement. Exactement, mais c'est pour ça que l'écosystème compte. Et justement, à propos d'écosystème, Caroline, et en tant que représentante d'une entreprise, j'allais dire, privilégiée dans cette question, c'est en quelque sorte, puisque vous représentez une entreprise qui, dans le fond, favorise le véhicule, si je puis dire, des datas verbales et écrites, et qui éventuellement favorise, à votre corps défendant, bien évidemment, mais qui favorise justement ces interactions néfastes dans la vraie fausse vie, celle du virtuel. Et cependant, vous vous sentez précisément en termes de responsabilité d'entreprise, voire même de projet d'entreprise, investi d'un rôle précisément pour agir et engager des actions concrètes en direction de vos usagers, enfin vos clients en quelque sorte, pour que ça aille mieux en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je pense que la bonne nouvelle, après le témoignage de Lou, qui est quand même toujours très, très compliqué, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Je disais tout à l'heure, en tout cas des entreprises, je disais tout à l'heure que je pense qu'on n'est pas assez tous éduqués sur ce qui se passe dans notre environnement proche, c'est-à-dire nos enfants, nos familles et autres. Mais par contre, je pense que les entreprises, et en particulier celles du numérique, ont vraiment compris qu'il s'agit d'un écosystème qui doit agir tous ensemble. Donc il n'y a plus de qui est responsable de quoi. Ah oui, alors moi je ne fais que transporter, mais alors toi tu es celui qui donne le réseau. Bon, on peut s'y perdre pendant 15 ans à se poser la question de la responsabilité. Je pense que c'est pas le problème aujourd'hui. On est tous à un moment donné concernés, donc on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs choses, et moi je reviens sur ce que disait Lou tout à l'heure, et en particulier quand même, et ce que vous disiez également, c'est le sujet des codes. Nous, on a choisi d'utiliser les codes des plus jeunes, tout simplement parce que je pense qu'il y a des choses qui ne marchent plus. C'est-à-dire aller dire à tout le monde, c'est pas bien de harceler sur les réseaux sociaux, honnêtement, bon, on va se le dire, c'est quand même assez mort, ça sert à pas grand-chose. Ça peut servir à éduquer les parents qui comprennent à ce moment-là qu'il y a un problème, mais je pense que sur les jeunes, il faut agir de façon très différente. Nous, on a eu 2 méthodes qui sont la première qui a été de faire ce qu'on a appelé le wall of change, c'est-à-dire qu'on s'est inséré dans les jeux vidéo et on a fait des collages, ce qu'on appelle des collages, c'est-à-dire que quand les jeunes étaient sur certains jeux, ils arrivaient à voir, en fait, ils se baladaient et il y avait des stickers qui leur permettaient d'avoir des conseils ou en tout cas de mettre en avant le sujet du cyberharcèlement. Donc je crois que c'était sur GTA. Ouais, GTA RP avec des affiches en fait sur la rue, dans les rues quand les personnages se baladaient, vous voyez des faits en fait sur le cyberharcèlement, sur le cybersexisme. Ça fait de l'effet ? Je pose la question à l'usager. Ça fait de l'effet le rôle en question ? Ouais, c'est en fait globalement beaucoup d'hommes notamment, parce que c'est surtout un public d'hommes que ça touche, puisque les femmes entre guillemets sont déjà plus ou moins au courant de ces faits-là, parce qu'elles les expérimentent et ne sont pas surprises des statistiques. Mais je parlais notamment avec un streamer de ce jeu-là et qui disait mais j'étais choquée en fait de voir qu'il y a autant de femmes qui sont touchées et de voir ça dans mon jeu, dans le jeu auquel je joue au quotidien, voir ces faits-là. Je me dis que c'est vraiment, ça l'a vraiment touchée quoi. Et je pense qu'en fait, ça a permis, et ça a permis aussi aux femmes, je pense, qui sont joueuses, de se sentir un tout petit peu soutenues. Et ça, c'était aussi un élément fort. Et le deuxième sujet, c'est quand même, à un moment donné, que des jeunes en difficulté sur ces jeux sachent quoi faire. Alors, effectivement, il y a des assos qui bossent là-dedans. Et nous, ce qu'on avait fait, ça s'appelle les safe zones, et c'était dans d'autres jeux dans lesquels vous aviez une espèce de cabine téléphonique, et les jeunes rentraient dans la cabine et avaient la capacité à appeler le 3018, donc qui en France, qui permet effectivement de parler avec quelqu'un quand on est en situation de danger. Ce sont ces pas de fourmis qui font avancer cette conscientisation.
C'est un peu comme une espèce de grand océan. Alors on est là avec notre petite cuillère, mais on va y arriver. On a fait 3 campagnes qui ont été très très impactantes. La première campagne en 2015, c'était plutôt vers les parents. C'est un jeune garçon en pyjama qui court sur le lit de ses parents, qui offre une petite carte pour la fête des mères avec des petites fleurs dessus. La maman, elle ouvre la carte dans le lit et puis elle lit, et tout le monde lit à l'écran « Casse-toi, sale pute !» et en dessous, il y a marqué « C'est peut-être déjà comme ça que vos enfants se parlent sur Internet » et « Respect Zone », etc. Et cette campagne qui a lancé un peu l'association a fait qu'il y a eu une prise de conscience avec un ton différent. C'est-à-dire que c'était plus ce que vous disiez, voilà, il faut faire ceci et pas cela, parce que ça, c'est un discours un peu moraliste qui ne marche pas très bien. Et c'est comme ça que des écoles, des établissements scolaires publics, nous ont appelés France entière et nous ont dit, non seulement c'est intéressant ce que vous faites pour les réseaux, mais on a besoin de ça sur la grille de l'école, en 2 mètres sur 2. Et donc, on a dû changer notre charte, qui était une charte numérique, en disant que ça concerne aussi le offline, et on s'est mis à la demande des établissements scolaires à labelliser des établissements pour sanctuariser les lieux de l'enfance et les lieux de l'éducation. C'est-à-dire dire, s'il y a un endroit où on vient pour apprendre, c'est pas pour avoir mal. Donc, première campagne, on a eu des vrais effets, ce qui m'a permis de découvrir la belle ville de Brest, par exemple. Puisque ce sont eux qui ont commencé ce mouvement des écoles qu'on labellise. Aujourd'hui, on en labellise une centaine par an. On labellise des villes, des entreprises. On est ravis d'être partenaire d'Orange. On va peut-être un jour labelliser l'équipe de Lou, on ne sait pas, peut-être le cabinet Auguste. Enfin, en tout cas, c'est notre travail de champignonnage, comme disent les Américains. On mushroom respect. Il faut que ça diffuse un peu comme des algues positives, un peu comme des nudges qui disent plutôt ce qu'il faut faire, plutôt que ce qu'il ne faut pas faire. Deuxième campagne, et là, on était plus aussi dans l'idée d'aller ridiculiser les haters. On avait créé un add-on sur WordPress qui fait que à chaque fois que vous alliez sur un réseau social compatible et que quelqu'un envoyait un mot d'insulte, l'insulte se transformait en émoticône. Donc c'était soit une licorne, soit un pingouin. Et donc ce qui fatiguait les haters. C'est-à-dire que les trolls, à un moment donné, ils changeaient un peu de bac à sable pour aller salir ailleurs, voire ils se calmaient aussi. Et ce sont ce type de campagne qu'on avance. Et ce qui nous amène aujourd'hui à quoi au projet phare actuel de notre association, qui consiste à aller inventer d'autres moyens de restauration et de réparation, c'est de pouvoir se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas offrir une capacité de repentir? C'est-à-dire que vous avez mal, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un bouton qui dit respect, médiation, je demande une médiation immédiate, qui peut être aidée par l'IA d'ailleurs, pour dire, mais tu ne vois pas que tu m'as fait mal, ou que tu as fait mal, ou que tu as partagé un contenu que tu n'aurais pas dû, avec l'option, en fait, ouvrir une chance. C'est give respect a chance, c'est-à-dire d'ouvrir une chance à ce que la personne soit enlève le contenu stigmatisé comme offensant. Donc on n'a même pas besoin de savoir qui est derrière l'offenseur. Donc on n'a même pas besoin de lever cet anonymat. C'est intéressant. Vous voyez que l'anonymat n'est pas forcément le problème en tant que tel. Si le repentir existe, on peut arriver sur du repentir. Voilà. Oui, donc encore d'autres sujets qui sont ouverts par vos commentaires. Et c'est vrai, moi, j'en vois un qui me paraît important d'aborder, qu'il est important d'aborder, vous venez de le faire, la question de l'anonymat. Moi, j'ai le sentiment que lorsqu'on est in situ, pardon pour le latin, mais quand on est dans la vraie vie, c'est difficile en vous regardant dans les yeux et de vous insulter froidement ou de vous dire que vous êtes, je ne vais pas dire que vous êtes une dame, parce que vous ne l'êtes pas, mais enfin bref, et de dire que vous avez des seins moches, etc. C'est quand même un poil plus difficile que déjà par l'intermédiation d'un écran, et pire, dans ma chambre, planquée au chaud, perso, dans mes affaires à moi, et donc dans le fond confortable, pour aller dire des horreurs. Donc cette désinhibition, et pire encore, si je m'appelle Anonyme 54. Anonyme 54, bien paisible, elle dit des horreurs. Et moi, ça me taraude, cette question d'anonymat, parce que je me dis que malgré tout, même si les codes sociaux à l'ancienne, façon XXe siècle, ont un peu disparu à l'évidence, quand même, d'avoir le petit nom avec le petit numéro, vrai numéro de téléphone, pour que Orange d'un côté, éventuellement Lou le connaisse, voire un médiateur. On parlera après de ce que fait la fameuse plateforme. Mais d'abord sur l'anonymat. Donc j'ai bien vu que vous aviez... allons-y, parlons de l'anonymat. Qui veut se lancer? Allez-y.
Moi, c'est vrai que de mon expérience, j'ai souvent vu que l'anonymat était plus synonyme d'impunité que d'autres choses. C'est vrai que moi, je ne suis pas forcément le bon exemple de ça parce que j'ai avancé, on va dire, à visage découvert dès le début sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, on commence à 16-17 ans sur Instagram au lycée avec son nom, avec pas toutes les lettres, voilà, mais on met quand même une photo de soi, on est en compte privé, et puis quand on devient majeur, il y en a certains qui l'enlèvent, moi forcément, puisque j'avais pour but de streamer sur les plateformes de streaming, je l'ai enlevé, donc forcément personnalité publique. Et en fait, il faut quand même comprendre que ça impose une retenue. Moi, forcément, j'ai lu déjà des commentaires où j'avais très envie de répondre directement sur Internet. J'ai même vu des personnalités que j'appréciais pas forcément faire des choses sur lesquelles, oui, peut-être la petite voix dans ma tête aurait dit « Oh là là, c'est vraiment nul, non, 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 non ». Mais en fait, il y a une retenue qui, de base, doit exister et qui, en plus, avec le fait d'avancer, on va dire, à visage découvert sur Internet, ne nous permet pas de le faire. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que cet anonymat, aujourd'hui, il ne sert plus la cause qu'il servait au début d'Internet, à savoir avoir un véritable exutoire, pouvoir avoir cette espèce d'alias, cette identité virtuelle. On n'a pas envie que les gens sachent ce qu'on fait vraiment dans la vie, on n'a pas envie que les personnes qu'on côtoie dans la vraie vie sachent qui on est également sur Internet pour pouvoir échanger librement sur des sujets, etc. C'est vrai que l'anonymat est souvent devenu synonyme d'impunité et aussi d'incitation parfois à la haine, en fait, puisque on ne peut pas être attrapé. Et je voulais rebondir sur ce que Philippe disait par rapport aussi à l'apaisement des relations. C'est aussi ce que je comprends dans cette idée de repentir. En fait, il y a aussi une question qui est importante, c'est le fait de ne pas se faire justice soi-même, puisque forcément, lorsqu'on se fait harceler, on aimerait beaucoup, et je suis la première à avoir prié pour que je trouve l'identité de ce garçon sur Twitter qui m'avait insulté ma mère de tous les noms, etc. Mais le fait étant que c'est peut-être pas une bonne chose qu'on sache qui c'est nous-mêmes directement. Et pour moi, il y a une nécessité d'avoir ces espèces de modérateurs, que ce soit les opérateurs, que ce soit les éditeurs de jeux, lorsque c'est le cas des jeux vidéo, ou les réseaux sociaux eux-mêmes qui agissent en tant que modérateurs et en sanction. On va aborder la question du modérateur, mais je voudrais terminer sur l'anonymat et avoir le point de... Alors, le sujet de l'anonymat, il est très complexe, hein, parce qu'il fait aussi référence, on n'est pas qu'en France quand même, hein, il faut voir quand même qu'on est sur des sujets qui sont mondiaux, avec des lois qui sont extrêmement différentes, en particulier aux États-Unis et autres. Et le sujet de l'anonymat, c'est anonymat versus également la capacité à retrouver la personne. C'est absolument différent, parce que vous pourriez être dans un monde dans lequel il y a des pseudos, mais dans lequel, effectivement, les personnes sont connues. C'est-à-dire, effectivement, vous pouvez les identifier, vous pouvez les sortir des réseaux, vous pouvez les sanctionner s'il y a un problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors moi, il se trouve que je suis totalement opposée, alors là, je le dis à titre perso, mais je l'ai vécu dans mon entreprise, je suis opposée à l'anonymat, parce que je pense exactement comme Lou que, en fait, vous êtes dans un espèce de costume et vous êtes persuadé que vous êtes plus fort que la moyenne et que vous pouvez absolument tout dire. Et je pense qu'aujourd'hui, le déferlement de haine qu'on voit arriver un peu partout, sur tous les réseaux, sur les jeux et autres, c'est très lié à cette notion d'anonymat et au fait qu'effectivement, quelque part, il n'y a aucun filtre. Et moi, je l'ai vécu dans nos entreprises où il y a eu toute une période où sur les intranets, donc les web internes aux entreprises, il était très à la mode de permettre l'anonymat. Et on vous expliquait que c'était free speech, c'est-à-dire il va pouvoir s'exprimer puisque on ne saura pas qui c'est et donc il peut avoir peur des représailles et c'est mieux. Et on a confondu ce qui est de l'alerting en cas de mauvais comportement et puis tout simplement le fait de commenter des articles sur intranet. Et là on a vu un déferlement de haine qui était lié au fait qu'effectivement les gens, et en plus il n'y avait même pas capacité à les retrouver parce que finalement on n'avait pas fait le bon système. Et donc moi j'ai fait interdire ce type de système et j'ai clairement dit, écoutez, je pense que si vous n'avez pas le courage de vous exprimer dans votre entreprise, c'est qu'on a un bien plus gros problème qu'un problème d'anonymat. Donc je pense fondamentalement qu'en tout cas ce sujet doit être regardé de façon beaucoup plus détaillée et regarder ce qu'on peut faire à minima pour pouvoir retrouver effectivement les gens qui dépassent les lignes juridiques ou juste éthiques.
Philippe, vous n'êtes pas d'accord. Enfin, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes plus nuancé. Je commence à être d'accord avec les nuances qui viennent d'être faites. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on sorte de l'hexagone quand on réfléchit à ce sujet. On a une tendance à Paris à raisonner en parisien, on a une tendance en France à raisonner. Il y a beaucoup de pays où, heureusement, qu'il y a le pseudonymat. Je n'ai pas dit anonymat. Il y a le pseudonymat. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas des démocraties. Il y a des pays où c'est très très compliqué d'avoir une expression libre. Lorsque vous vivez dans un village ou une ville de 600 habitants et que vous avez des choix et des orientations sexuelles qui ne sont pas les mêmes que la majorité, vous n'avez pas forcément envie d'être tout de suite, immédiatement reconnu pour vos choix de genre, y compris en France. Ensuite, c'est vrai que sur LinkedIn, où il y a une déclaration, un déclaratif de qui est derrière le compte. En général, c'est plutôt ça, correspondant, puisque les règles de Microsoft maintenant sont extrêmement claires. Il y a beaucoup moins de haine, même si ça commence à castagner. Hein. Mais ce n'est pas le même degré de haine, etc. C'est plus tenu, il y a plus de tenue. Probablement, c'est des vieux. Et puis dire, aujourd'hui, ce soir, à Paris, est-ce que anonymat ou pas, alors même que le propriétaire du plus grand réseau mondial qui permet des déferlements de haine en ligne a dit plus de modération et vive l'anonymat, je pense qu'il faut aussi avoir conscience du monde qui nous entoure. Alors c'est le sujet. Voilà, on vient de caresser le sujet quand même vraiment d'actualité. L'immense Elon Musk, donc, qui a décidé d'une décision de gestion quand même puissante, puisque X est quand même assez central, en tout cas visible, et que, en effet, je l'ai vraiment, enfin, ça m'a interpellé de le voir dire très joliment en anglais, très laconiquement, que l'idée du free speech, c'est que quelqu'un que vous n'aimez pas puisse avoir le droit de dire quelque chose que vous n'aimez pas. Et voilà. Et ça, c'est le free speech, et c'est ce qu'on va faire. Donc, certes, mais précisément, ce n'est pas l'orientation que nous autres, dans nos législations, dans nos initiatives, on a tendance au contraire à vouloir, je rappelle le DSA, le règlement dont l'Europe s'est dotée, qui est en vigueur depuis février 2024, donc on est encore un peu tôt, mais il y a une législation européenne donc, qui embrasse davantage que la France sur une obligation qui pèse sur les réseaux, enfin les plateformes numériques en matière de transparence et de modération vis-à-vis de leurs usagers et utilisateurs. Bon, donc on en est au début. Et qu'en pensez-vous et quel point faut-il... Quel point d'attention, par exemple, Caroline, qu'est-ce que vous nous dites au sujet de la modération en général et de ces nouvelles nouveautés? Alors, d'abord, il faut juste avoir conscience que l'ensemble des GAFAM, donc ces plateformes qu'on appelle over the top, dont font partie tous ces réseaux, sont américains, chinois. D'accord? Donc, sans être vraiment, et on ne va pas faire un débat de géopolitique, mais il faut quand même l'avoir en tête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, on l'a dit au début, je l'ai dit, l'ensemble des entreprises travaillent sur la responsabilisation, la responsabilité, et en particulier en Europe et en France, on a cette vision qui est qu'il faut de la modération. Ça, c'est la posture que nous avons quasiment tous. Toutes les grandes entreprises en France, toutes les grandes entreprises en Europe, honnêtement, c'est quand même très européen, ont cette vision qu'il faut absolument avoir de la modération. Moi, je peux vous dire que, par exemple, si on prend X, une grande partie des entreprises du CAC 40, dont Orange, ont décidé à un moment donné de sortir du réseau X. Donc, ont arrêté ce qu'on appelle, on n'est pas sorti en organique, c'est-à-dire que les gens continuaient à poster, mais on ne payait plus pour avoir de l'amplification sur ce réseau. Bon. Je peux vous dire que pour Elon Musk, c'est bon. Mais ça l'a quand même énervé parce que ça ne s'est pas arrêté aux boîtes européennes et ça a été également repris par les boîtes américaines qui, avant l'élection de Trump, avaient effectivement déclaré qu'ils exigeaient d'avoir beaucoup plus de modération. Donc, les déclarations qu'il vient de faire sont des réponses directes à tous les annonceurs qui ont voulu jouer avec et qui ont voulu baisser leurs investissements dans X. Ça, c'est la première chose. Donc, ça va être une bataille terrible. Et c'est une bataille que, si l'Europe ne prend pas, et l'Europe au sens gouvernemental ne prend pas ce sujet, on va la perdre. Et on va se retrouver avec une non-modération
sur l'ensemble de ces réseaux. Et alors, je ne parle même plus de l'anonymisation, là, ça va aller avec. Donc, je pense que face à un déferlement, encore une fois, de haine, de sexisme, d'antisémitisme, de racisme sur l'ensemble de ces réseaux, si on ne fait rien, on aura quelque chose qui ne sera plus du tout contrôlable. Donc je pense que c'est un sujet qui dépasse, mais qui ne fera qu'amplifier en fait l'horreur du cyberharcèlement, parce qu'effectivement, ça va devenir incontrôlable. Donc sans être pessimiste, je dis en tout cas qu'il faut qu'on réagisse rapidement. Mais je veux juste dire une dernière chose, c'est que je sais que tout le monde est complètement à fond sur Musk et X. Et moi, je dis juste, nous avons une plateforme qui est un carnage pour les enfants qui s'appelle TikTok, qui est chinois et sur lequel c'est totalement passé sous les radars. Il y a quelques sociologues qui commencent à vraiment mettre le sujet sur le tapis en disant attention, vous ne vous rendez pas compte des carnages et de ce qu'est la plateforme TikTok. Et moi, je dis il faut juste faire attention à ne pas nous polariser sur Musk, qui est évidemment grandiloquent, et aller aussi voir l'ensemble des plateformes et comment on peut vraiment les réguler mieux. Vous avez déjà eu accès aux modérateurs? Enfin, quel est votre rapport avec cette notion, du moins, parce que vous en parlez, mais voilà, est-ce que... Oui, on y croit moyennement, en fait, parce que c'est un support qui prend déjà beaucoup de temps, et donc forcément, on n'a pas forcément de retour, même quand on signale des posts qui sont très explicites, on a un retour 3-4 semaines après par mail pour dire ce post ne viole aucune des règles de notre communauté, et voilà, on regarde le post où il y a vraiment des mots à caractère très explicite, on se dit mais quelles sont ces règles en fait, puisqu'il y a aussi un petit peu cette opacité-là, pour rebondir sur ce que tu disais Caroline, qui est très pertinent, c'est le problème TikTok, puisque moi la plupart des horreurs que je lis sont notamment sur TikTok, parfois même plus que sur X, mais en fait c'est des vidéos qu'on peut commenter, et c'est vraiment des commentaires instantanés avec des comptes pareils, anonymisé, pas de photo de profil, pas besoin d'avoir posté de vidéo pour pouvoir commenter, etc. Et aussi très sexualisé. Moi, la fameuse vidéo, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler après, où en fait on me sexualise par rapport à ma poitrine, c'est TikTok qui l'a rendu viral et c'est TikTok qui l'a fait connaître à toute la France. Et justement, je rebondis sur ça pour parler de cette espèce de culture de l'instant qui a été exacerbée par TikTok, par les formats courts du type réel sur Instagram, les shorts également, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle sur YouTube. TikTok, on est censé capter l'attention de l'usager en 7 à 9 secondes. Et donc, on part d'une recherche parce qu'on essaie de passer le temps, en fait, quand on est sur TikTok, sur les réseaux sociaux, etc. On a du temps. Parfois, on n'a même pas le temps de le faire et on décide de le prendre plutôt que de travailler. Et je pense que des étudiants qui procrastinent, je ne suis pas la seule et on est tous humains. Ça nous est tous déjà arrivé pendant des révisions de prendre notre téléphone et d'aller sur Twitter, sur TikTok au lieu de travailler. Le problème étant que il y a quelques années où quand j'étais plus jeune et que j'étais pas du tout exposée aux réseaux sociaux, au téléphone, etc., je gaspillais mon temps, on va dire, je dépensais mon temps, parce que c'est plus joliment dit, je dépensais mon temps dans des choses pour lesquelles j'avais un intérêt. C'est-à-dire, j'allais chercher un livre qui allait me plaire à la bibliothèque. Ça sonne très archaïque, dit comme ça. Et en plus, c'est très... on est en plein dedans. Là où aujourd'hui, le but de ces GAFAM et de ces plateformes, c'est de capter votre attention, de vous faire rester, de vous engager dans le contenu. Et pour ça, on vous montre des choses qui ne vous plaisent pas. Et c'est fait exprès. Évidemment, il y a la spirale de confirmation, on peut en parler, on voit que des contenus, notamment politiques, qui vont dans notre sens, avec l'exploitation des cookies, etc. Mais il y a également l'inverse, pour faire réagir, des contenus qui vont être très clivants, des vidéos avec des interventions qui sont peut-être de personnalités politiques ou autres, qui vont forcément faire réagir et pas de la bonne manière. Et c'est là, pour moi, que ça pose vraiment un problème, c'est qu'on veut forcer les gens à réagir, on veut avoir toujours plus d'utilisateurs, toujours plus de commentaires, mais on n'a pas besoin que ça soit un cercle vertueux, au contraire, on préfère même parfois que ce soit un cercle vicieux. Philippe, comment on arrête la spirale du trash ? L'éducation à la citoyenneté et à l'esprit critique. C'est-à-dire qu'on a trop longtemps été un consommateur halluciné. Un petit peu, les Américains disent mesmérisé. On est presque immobile face aux écrans qui se défilent devant nos yeux, et on n'arrive pas à se déconnecter sans avoir un œil critique ni sur ce qu'on regarde, ni sur ce qu'on partage, ni sur les biais algorithmiques que vous avez très bien évoqués. Et quand on parle de la modération, qui est effectivement, et c'est un rempart très utile avec le DSA
qui finalement est un acte de résistance au niveau juridique, mais on parle d'un acte de résistance pour aller vers de la modération qui elle-même ne marche pas vraiment. Donc c'est un acte de résistance vers un leurre qui n'est pas complètement efficace, parce que comme l'a très bien exprimé Lou, lorsque vous êtes choqué par un contenu, vous le signalez et on vous répond à peu près dans tous les cas, nous sommes désolés, mais le contenu que vous avez signalé ne contrevient pas aux règles de la communauté. Et c'est pour ça d'ailleurs que le DSA a prévu dans son article 21 un système de médiation verticale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas content de la modération, entre guillemets modération, parce que dans le mot modération, qui est un mot qui a un sens, normalement on devrait modérer, alors que la modération comme elle est appliquée, c'est peut-être on va enlever. Ce qui n'est pas du tout correspondant au mot modération. Modération, c'est un acte éducatif. C'est un peu comme un acte de médiation. Vous avez quelqu'un qui modère, qui éduque, qui a un esprit. Donc on est sur des notions qui sont un peu anciennes déjà. Et cette révolution qu'on appelle de se dire on peut éduquer à l'esprit critique, à avoir un recul. C'est pour ça qu'on a inventé des concours de cyberéloquence, qu'on a appelé des respectuels. Et je sais qu'il y a un concours en ce moment, ce week-end ici, qui va se tenir avec plein de très beaux esprits. Mais l'idée, c'est de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des concours de cyberéloquence qui soient plus uniquement à l'ancienne, avec une estrade et des personnalités, mais où chacun, avec son écran, puisse, avec les codes des réseaux sociaux, puisse être éloquent dans le cadre d'un discours qui soit responsable. Et pour faire une chose et qui va vous surprendre, c'est pour ouvrir à une expression plus large et plus libre. Aujourd'hui, on est dans un rétrécissement de l'expression. C'est très compliqué de s'exprimer, tout est polarisé. Si on est, si par exemple on n'est pas juif et qu'on parle des juifs, on est très vite vu comme étant suspect. Si on est, et puis je peux prendre un exemple à l'infini. D'ailleurs, j'ai pris un premier exemple à dessein. Vous avez vu un petit peu le biais, mais justement, nous ce qu'on est en train de faire, c'est d'ouvrir en se disant, on doit pouvoir parler sur les réseaux sociaux de tous les sujets, y compris des sujets hyper clivants, affirmatifs, négatifs, avec dans la tradition des concours d'éloquence, avec un jury. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner à la fois des mineurs et des majeurs, y compris dans les entreprises, où on fait des concours de cyberéloquence, qu'on a appelé des respectuels, parce qu'il y a aussi des manières d'être des duellistes modernes, mais avec la novlangue des réseaux sociaux. On a fait des concours de cyberéloquence et des respectuels sur Twitch également, et ce qui permet de travailler sur la notion de l'esprit critique et de savoir avoir du recul. Surtout qu'on est dans un monde où vous avez parlé de l'IA. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile, par exemple, de refaire notre panel pour ce qui n'a pas été, avec un algorithme qui va nous transformer, qui va transformer notre discours. Vous allez avoir comme impression que c'est moi qui parle, que c'est vous qui parlez, et on va avoir un texte qui sera complètement différent, et ça sera impossible de savoir si c'était vraiment la vraie Emmanuelle Barbara, ou la vraie Lou, ou la vraie Madame Ockrent que je vois, etc. Donc j'ai vu il y a 5 jours, on était à une convention des chaînes thématiques, des émissions qui sont animées par des avatars, par des hommes et des femmes, que si on ne m'avait pas dit que l'animatrice de l'émission était fausse, je n'aurais pas pu le savoir. C'est-à-dire que c'était une émission qui coûte moins cher d'ailleurs à faire et qui est très très entertaining, on va dire. Mais s'il n'y a pas aussi cette transparence et cette capacité d'être éduqué à savoir identifier ou exiger une transparence, parce qu'à un moment donné, c'est impossible de savoir. Par contre, on a, nous, en tant que citoyens du numérique, une capacité d'aller exiger une vérité. Et ce rapport à la vérité est en train d'être complètement opacifié. Et je crois que c'est ça le vrai débat aujourd'hui. Bien, écoutez, là, on a fait un tour de piste général et je ne suis pas sûre qu'on ne reparte pas avec plus de questions qu'on en avait en entrant. Mais en attendant, il est important de donner la parole à nos brillants étudiants qui vont vous poser des questions, j'imagine, très simples à répondre. Donc, tout va bien. Bonsoir, c'est Wala. Je suis étudiante en 2e année du master LLCR à la Sorbonne et je suis travailleur social au Centre des réfugiés ukrainiens. J'ai une question pour vous, Philippe. Comment faire face au harcèlement au travail lorsque cela provient de l'employeur ou ses responsables hiérarchiques? Merci. Alors, je vais me faire aider d'une experte à ma droite.
la notion de harcèlement au travail, elle a effectivement plus que 20 ans aujourd'hui en termes juridiques. Ça fait très très longtemps qu'il y a une conscientisation, y compris d'ailleurs sur le sol américain. Dans les entreprises du sol américain, on fait un travail qui va au-delà même de se dire qu'il y a un texte, il faut le respecter, il faut faire attention à ne pas avoir une sanction d'inspection du travail ou d'un juge au Conseil des prud'hommes. On va aller au-delà en tant qu'employeur. Je pense que c'est pareil chez Orange et dans les autres entreprises, où on va développer des notions de comment est-ce qu'on se sent, et c'est marrant parce que c'est exactement lié à ce qu'on a construit avec Respect Zone, comment est-ce qu'on crée des zones de safety. C'est-à-dire, alors les formations que nous offrons, les conscientisations, les sensibilisations, ce sont des moments où on va essayer d'aller expliquer que lorsqu'on va au travail, on doit avoir aucunement la capacité d'avoir une angoisse, une anxiété liée à sa sécurité. Ça peut être sa sécurité morale, mentale, pour éviter d'avoir une charge mentale qui s'élève, qui affiche du rouge. Ça peut être aussi le fait d'être sexualisé, un petit peu comme ce que vous avez connu dans le jeu vidéo, mais qui peut aussi arriver dans le monde du travail. Et c'est intéressant que vous posiez cette question maintenant, parce qu'il y a un lien entre les violences liées au harcèlement et les violences sexistes et sexuelles qui aujourd'hui, enfin, ça a pris beaucoup d'années, sont enfin dans le débat public, notamment en matière audiovisuelle et cinéma. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui est présidée par Sandrine Rousseau et rapporteur Erwan Balanant, qui fait justement des auditions pour voir dans un secteur qui a été très très lié à de l'omerta, un peu comme le secteur aussi de la presse, où c'était très très compliqué d'avoir une carrière quand vous vous plaignez. Et dans certains secteurs qui sont peut-être un peu niches dans l'entreprise, on avait pendant longtemps aussi la peur de cette omerta et de cette chape de plomb. Donc ce sont des sujets qui ont été pris un petit peu tard, mais sur lesquels les entreprises n'ont pas d'autre choix aujourd'hui pour être reconnues comme étant responsables que de prendre le taureau par les cornes et de faire un vrai travail de fond. Je suis moi-même dans mon entreprise, puisque je suis responsable des affaires publiques et juridiques du groupe Disney, le référent harcèlement. On a voulu qu'il y ait une femme également, parce que tout ne se dit pas à un homme et tout ne se dit pas à une femme. Et le fait qu'on existe fait que, par définition, avec les formations qu'on donne, qu'il y a moins d'occurrences, mais il faut avoir une vigilance de tous les jours sur ces sujets. Très bien, merci. Une autre question ? Pour Caroline Guillaumin, bonjour. J'ai une question sur de plus en plus donc, de collectifs se créent pour doxer des cyberharceleurs. Donc c'est des réponses qui sont plutôt controversées, mais qui sont assez révélatrices finalement de l'insuffisance perçue de la part de la réponse des institutions. Pensez-vous que c'est durable, ou alors pensez-vous que Orange devrait plus s'impliquer de par sa qualité d'opérateur pour essayer de directement avoir des actions beaucoup plus drastiques sur ces cyberharceleurs ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, un doxer, c'est se faire justice, c'est ça, je crois. C'est des collectifs qui se font eux-mêmes justice sur le harcèlement, c'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, en fait, bon, d'abord, je pense que ce n'est pas une bonne réponse. Enfin, on en avait un petit peu parlé avec Lou. Ce n'est pas la réponse, on est bien d'accord. Je pense qu'on ne peut pas... même si je peux comprendre, effectivement, qu'il y ait une envie de se faire justice à un moment donné, sur ces réseaux, évidemment, ça ne peut pas être la solution. Alors, encore une fois, je pense que Orange, comme tout cet écosystème, et j'insiste sur cette notion d'écosystème, parce que sinon, je pense qu'on ne trouvera pas des solutions. Et en fait, en gros, nous, notre objectif, c'est de trouver des solutions. Je pense que notre responsabilité, encore une fois, elle est de jouer sur plusieurs créneaux. On n'est pas, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est aider à une réglementation plus forte quand il y a nécessité. Donc, on est déjà partie prenante dans beaucoup de domaines. Je vous parlais tout à l'heure de cette capacité éventuellement à être plus fort dans le filtrage de l'âge pour ceux qui veulent ou pas rentrer sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà et sur lequel on travaille avec les pouvoirs publics pour trouver des solutions technologiques à la fois sur les téléphones et à la fois sur le réseau. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est encore une fois l'éducation, et j'insiste sur ce point-là, on en a beaucoup parlé, mais l'éducation, c'est pas juste du top-down, c'est pas juste
d'apprendre à certains à se servir des réseaux. Et c'est peut-être, et c'est ce qu'on essaye de faire, on a mis ça en place pour la fin d'année, c'est une espèce de contrat de confiance tripartite entre l'opérateur, le jeune et ses parents. Typiquement, dans une offre qu'on fait sur la fin d'année pour ce qu'on appelle le Safer Phone, qui est le premier mobile pour les plus jeunes, en fait, on s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qui va faire que ça va faire la différence par rapport à finalement aller dans une boutique et acheter son téléphone. On sait, et on a beau dire partout qu'on a les meilleurs contrôles parentaux du monde, on sait qu'un jeune sait complètement bypasser le contrôle parental. D'accord ? Donc on a deux solutions. La première, dans certains pays d'Europe, on a mis en place un système qui lie le contrôle parental au forfait, au prix du forfait. C'est-à-dire que le prix du forfait est très bas. Et si vous décidez de ne pas utiliser le contrôle parental, le prix du forfait remonte. Je peux vous assurer que ça marche. Parce qu'à partir du moment où le parent se rend compte qu'il va payer 2 fois plus cher pour le forfait de son jeune si le contrôle parental n'est pas installé, ça marche. Le deuxième solution, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. On verra si ça marche. On n'en sait rien, mais on va tenter le coup en fin d'année. C'est ce contrat de confiance, c'est-à-dire de faire signer un document entre les parents et les enfants, c'est-à-dire prendre le temps en boutique pour expliquer aux parents quels sont les risques qui sont sur ce téléphone et faire prendre aux plus jeunes on va dire des engagements, par exemple des engagements de déconnexion la nuit ou des engagements de réduction de son temps d'écran ou l'engagement de mettre le contrôle parental, par exemple. Et donc, et là, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus, finalement, de trouver un moyen humain entre les gens pour que, finalement, ça ne soit pas que de la technologie qui fasse qu'on contraint, finalement, les jeunes à ne pas utiliser ou mieux utiliser leur portable, mais finalement, de revenir à quelque chose dont on parle, qui est le respect, mais qui est aussi l'éducation et qui est finalement le fait de se parler, juste le fait de se parler. Et donc, on essaie par tous les moyens. Alors après, on fait beaucoup de formations, des ateliers numériques, mais je dirais que finalement, il faut qu'on trouve un moyen pour remettre tout l'écosystème autour de la table. On parlait tout à l'heure des GAFAM. Je pense qu'en fait, on ne peut pas rester dans un monde où il y a les opérateurs d'un côté, les GAFAM de l'autre, les réseaux, le gouvernement, voilà. Et les éditeurs de jeux, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse énormément de choses ensemble. Voilà. Donc c'est vraiment de mettre en place cet écosystème et de voir ensemble comment on fait pour que les gens se parlent. Je trouve ça formidable, le contrat d'un enfant entre 8 et 10 ans, les parents et l'opérateur pour aller chercher le téléphone, ça fait rêver. Le premier contrat, il a 8 ans, le petit. Ça, c'est exactement ce qu'on fait en début d'année, à partir de la 6e. Donc chaque école labellisée signe dans son carnet, avec parents, profs, personnel et évidemment le mineur, l'écolier, collégiens, lycéens. Et donc, chaque début d'année, il y a une cérémonie de la signature de la charte de RespectZone pour les établissements qui sont labellisés. Donc, on reprend la même notion de la contractualisation, on revient au droit. Et lorsque quelqu'un sort un peu de la piste, ce qui arrive, donc par exemple au mois de décembre ou en février, plutôt que de dire « mais vous avez enfreint les règles du code, vous ne pouvez pas ignorer la loi, il y a le code académique, vous avez le code pénal ». Et donc, les gens, évidemment, n'arrivent pas à se relier à ça. Par contre, lorsque le proviseur ou le CPE dit « mais c'est bien ta signature, là, sur le papier, là, où tu avais dit que tu n'irais pas commettre ce type d'infraction », c'est pas du tout le même rapport à l'engagement et l'autodiscipline pour allumer un truc là-dedans qui rappelle qu'il y a des choses à faire et à pas faire. Un peu comme Jiminy Cricket qui rappelle à la conscience. Quand je pense que le droit des contrats est si complexe, maintenant, il faudra même penser au droit des contrats, expliquer aux enfants de 8-10 ans, parce qu'il y a quand même tout un certain nombre de conditions à respecter. Mais c'est vrai que ça existe quand même déjà de manière numérique dans les conditions d'utilisation des jeux et aussi des réseaux sociaux. Il y a des inscriptions qui font part de l'incitation à la haine et des comportements haineux, etc. Et en fait, on l'a déjà tous fait, je pense. On scrolle vers le bas, on coche la case accepter et continuer. Et voilà, on ne se sent absolument pas engagé. Donc c'est vrai que la bonne vieille méthode de signer un contrat à la main, c'est vrai que ça responsabilise. Et qui fait une page. Et une page, oui. Est-ce qu'on a une question pour Lou ? Oui, complètement.
Alors, merveilleux. Lou, vous êtes journaliste, vous êtes streameuse, vous êtes aussi sportive dans le domaine de l'e-sport. Donc vous avez une très grande vision sur ce qu'est le jeu vidéo maintenant et l'industrie surtout. Comment percevez-vous les efforts de l'industrie pour sécuriser, pour protéger les joueurs ? Que pensez-vous aussi du coup du système actuel ? Vous avez parlé du chat vocal qui peut avoir un caractère très amusant mais aussi de gros problèmes. Et que souhaiteriez-vous qu'il soit mis en place très concrètement dans cette industrie très prochainement ? Alors moi, quand vous dites industrie, je pense forcément à plusieurs acteurs, et c'est ce que Caroline disait juste avant. On pense forcément, quand on parle de jeux vidéo, on pense aux éditeurs de jeux vidéo, donc les studios, mais également les éditeurs qui mettre les jeux sur le marché, qui les modèrent, qui apportent des mises à jour, etc. Donc à ce sujet-là, on pense à de la modération, à un système de bannissement également, puisqu'il y a évidemment une fonction incluse dans les jeux vidéo directement pour report, donc rapporter les comportements qui seraient déplacés. C'est une modération qui s'effectue principalement avec des robots, lorsqu'il s'agit de modération de chat textuel, donc quand on écrit, et lorsqu'il s'agit de chat vocal, il faut une vérification humaine qui prend très longtemps, qui n'est pas du coup automatisée, qui ne se fait pas à chaque report. Aussi, ça, il faut comprendre que c'est pas parce qu'on a signalé un comportement toxique dans une partie que forcément le comportement va être évalué. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes dans la partie qui signalent ce comportement-là, cette personne-là, et ça prend en compte si la personne a déjà eu des faits similaires dans le passé, elle va être un petit peu plus flag, donc un petit peu plus suivie par le système. Et c'est un système qui a beaucoup de failles, et les éditeurs de jeux vidéo ont aussi beaucoup à perdre, à bannir et à écarter de leur jeu des joueurs qui achètent, évidemment, qui sont clients du jeu, qui achètent des skins, donc des ornements, on va dire, dans le jeu, et qui sont très attachés à leur compte. Finalement, je pense que c'était aussi très d'actualité sur des jeux comme Fortnite, par exemple, avec le phénomène Fortnite il y a quelques années. Ça se fait aussi beaucoup sur d'autres jeux. Donc voilà, déjà un système de modération au sein même du jeu qui est limité et qui a ses faiblesses, et les éditeurs de jeux le reconnaissent eux-mêmes. Ensuite, il y a les plateformes, on va dire, de diffusion. Je pense du coup directement à Twitch ou à YouTube, qui essayent un petit peu d'implémenter des paramètres de modération dans les chats. Mais en fait, c'est tellement facile de recréer un compte avec une nouvelle adresse email. Une adresse email, ça se crée en 3 minutes. C'est vraiment impressionnant, moi, quand on me dit ce mot de passe est déjà utilisé par un autre de vos comptes. Je refais un compte, je refais une adresse mail. Et ça prend 2 minutes. Et le problème, c'est que c'est fait à des fins qui ne sont pas forcément les bonnes par ces haters-là. Il y a aussi forcément les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, on en parlait, TikTok, où idem, la modération, elle est limitée. Depuis, en plus, les quelques mois derniers avec Elon Musk, c'est encore pire. Donc c'est vraiment la culture de l'instant. On va envoyer le message haineux, il va apparaître directement aux yeux de tous, parce que ça apparaît sous les posts des personnes qui postent, par exemple, des réussites. Et ça, je me demande aussi, puisqu'on disait qu'il fallait sortir de l'Hexagone, et dans ces moments-là, j'ai aussi envie de le ramener à l'Hexagone, parce que j'ai habité au Japon dans le cadre de mes études pendant 1 an, et le rapport en fait aux réussites des personnes, notamment dans les jeux vidéo, des femmes, mais également des hommes, était très différent. Il y a beaucoup cette tendance à remettre en question le mérite en France des personnes qui réussissent. Alors dans l'industrie du jeu vidéo, ça va être les joueurs et les joueuses professionnelles. Pourquoi est-ce qu'il a été choisi dans cette équipe et pas cette personne-là? C'est pareil pour les plus grands youtubeurs. Mais comment c'est possible qu'ils gagnent autant d'argent, et on remet beaucoup en cause ces éléments-là, notamment avec les réseaux sociaux. Et ça, par exemple, le simple fait de remettre en question la réussite de quelqu'un publiquement, c'est très dégradant, ça fait très mal quand on a réussi à faire un projet dont on est super fier et on lit sur Internet que c'est de la merde. Mais en fait, c'est dans les conditions d'utilisation des réseaux sociaux. Ce n'est absolument pas un message qui sera écarté, et ça, les réseaux sociaux sont très clairs là-dessus. Je pense aussi, du coup, enfin, peut-être aux marques, tout ce qui est équipementier autour des jeux vidéo, du numérique, forcément Orange également, les plateformes qui font vraiment qui fournissent des infrastructures, qui essayent aussi de faire plus de la prévention de leur côté. Mais la prévention, elle ne sert à rien si les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les joueurs, les joueuses, les parents, s'approprient également cet objet-là et découvrent. Enfin, j'ai beaucoup de mal à utiliser le mot découvrir, parce que pour moi, on ne découvre pas ce qu'est le harcèlement. On ne découvre pas ce qu'est le cyberharcèlement. On est souvent, très souvent, acteur ou victime, et dans le reste des cas, on est témoin, ce qui, pour moi,
fait aussi un petit peu partie du terme acteur. Donc, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit fait? Ma réponse est en train de s'étirer, très, très, très longue, mais c'est un sujet forcément vaste. Ce qu'on veut, c'est forcément des intermédiaires qui se positionnent. Parce qu'on le disait tout à l'heure avec Philippe et Caroline, le but, c'est pas de se faire justice soi-même, et donc ça implique forcément qu'il y ait une responsabilisation, soit du côté des pouvoirs publics, donc que ce soit dans le cadre législatif, avec une vraie sanction, et là dire forcément à quelqu'un qui peut aller en prison, ce qui est déjà le cas, hein, mais qui factuellement arrive très peu, pour des messages de haine sur Internet. Donc voilà, c'est aussi des systèmes de bannissement qui soient des bannissements avec des composants d'ordinateur, ça existe déjà, notamment sur les jeux de l'éditeur Riot Games, mais c'est réservé à la triche. En fait, si vous essayez de tricher sur un jeu avec un logiciel tiers, là, votre ordinateur va se faire bannir. Et même si vous essayez de recréer un autre compte, vous ne pourrez pas jouer tant que vous ne changez pas le composant de votre ordinateur, ce qui, pour le coup, marche très bien, mais qui est réservé à la triche et non pas à la haine sur Internet. Donc, vous voyez, c'est cette espèce un petit peu de priorité à deux vitesses en fait qu'ont les éditeurs de jeux pour l'intégrité de leur jeu, mais pas forcément l'intégrité des joueurs. Et on aimerait que ça progresse sur ça. Je pense que c'est ça le plus grand axe d'amélioration. Merci. Magnifique. Eh bien, pour le dernier quart d'heure, hélas, qui nous conduira à la conclusion provisoire de cette analyse, je vais vous demander si vous avez des questions à poser à nos débatteurs, si je puis dire. J'étais en train de réfléchir pendant que vous parliez. Je me disais que dans le fond, on est clairement dans une époque où l'expression de la civilité a changé, et il faut qu'on se le dise, c'est-à-dire qu'il faut... J'ai bien compris qu'il y avait le combat entre les anciens, les réacs, enfin les archéos, les malheureux, enfin, comme moi, quoi, en fait, sont à l'ancienne, et puis les nouveaux langages, etc., mais les nouveaux comportements. Mais tout ça traduit une nouvelle façon d'être au monde et une nouvelle grammaire de la civilité, comme on l'avait au 19e, etc. Enfin, on a une nouvelle grammaire de la civilité, et je pense qu'on n'a pas encore écrit exactement tous les articles de la dite grammaire, et que moi j'aime bien l'idée du permis à point, décidément, parce que franchement, l'idée qu'on puisse à un moment donné avoir l'ordinateur qui s'évapore ou qui fasse pchit comme ça, je trouve ça pas mal. Il était présent sur un de nos projets de loi avec un amendement, avec la loi Abadi, avec la loi Avia, et à chaque fois, il a été stoppé par le Parlement parce qu'on ne voulait pas, et que les opérateurs aussi ne voulaient pas, qu'il y ait des freins à l'accès au numérique, parce qu'ensuite, qui est-ce qui gère le permis? Et ça voudrait dire aussi qu'il y ait une forme de tri dans ceux qui peuvent aller s'exprimer sur les réseaux. Franchement, à un moment donné, je pense que... 2 fois retoqué. Je pense que le problème du permis, d'abord, on rentre encore dans des usines à gaz, enfin, excusez-moi, mais là, je pense que il y a peut-être un petit problème aussi. On cherche toujours à mettre des lois sur des lois sur des lois. Et déjà, si on faisait appliquer certaines des lois qui existent, ça serait déjà pas mal. Moi, je voulais juste revenir sur un point que Lou a précisé, parce qu'on parlait, vous parlez de civilité, le sujet des témoins. Et ça revient sur la question que vous avez posée, mademoiselle, parce qu'on ne vous a pas vraiment répondu sur le harcèlement moral dans une entreprise. Et c'est exactement le même sujet. D'abord, il y a des règles, il y a des lois qui vous permettent de parler à vos RH, de faire une alerte, et ensuite ça remonte, et si vous n'avez pas les bonnes personnes, vous remontez dans la hiérarchie. Bref, il y a un cadre en fait qui vous protège et qui protège les gens qui sont victimes de harcèlement. Mais le plus important en fait, et c'est aussi le sujet sur les réseaux, et c'est le sujet dans les jeux, c'est finalement la passivité autour. Et en fait, ça fait partie, c'est du civisme, mais ça va au-delà du civisme, c'est du courage. C'est la question également d'une jeune fille qui est harcelée en ligne sur un chat. Combien de personnes vont prendre sa défense à un moment donné sur le chat vocal pour dire « mais je suis désolée », et en particulier dans les hommes, je pense que c'est ça le sujet aussi, c'est être capable de réagir. Et je pense que là, on revient aussi à des règles de base qui sont, quand on voit un déferlement de haine, c'est pareil pour le harcèlement scolaire, même si c'est plus subtil parce qu'on parle d'enfants, donc évidemment, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on éduque les jeunes à parler à leurs parents et à dire quand ils ont vu des choses qui ne sont pas bien. Mais c'est pareil dans une entreprise. On éduque ce qu'on appelle du speak-up, on éduque les salariés à dire quand ils voient des comportements inappropriés à côté. Et je pense qu'il faut vraiment que ça fasse partie des règles de base et au-delà de mettre une loi supplémentaire.
Mais ça met les hommes dans une position aussi parfois compliquée. Je conclus sur ce que disait Caroline, mais la plupart des hommes qui vont se dresser et défendre une femme, par exemple, ou une personne qui est harcelée, vont très rapidement avoir cette étiquette de chevalier blanc et être moqués. Hein. C'est vraiment le cas dans les jeux vidéo. Si un homme prend la défense d'une femme qui est cible de remarques sexistes dans une partie, on va dire « Ah, mais tu veux te mettre en couple avec elle, tu veux essayer d'avoir son numéro, c'est pour ça que tu la défends, tu fais ça pour les mauvaises raisons. » Avoir des points bonus. Ouais, et je me dis que ça pourrait peut-être aussi aider par rapport à ce permis à points. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que Internet, ça devient... Juste avec des points en plus par rapport à la partie. Oui, de se positionner dans le sens positif, oui. Voyons la question que vous nous posez. J'ai une question, effectivement, là. Merci pour cette discussion passionnante. Et vous en avez déjà un petit peu parlé. On commence à entendre parler aujourd'hui de responsabilité éditoriale, justement, pour les hébergeurs. Pourquoi pas? Et quelque part, je pense que le législateur pourrait le mettre en contrepartie d'eux, c'est-à-dire que soit vous êtes capable d'identifier, vous ne souhaitez pas prendre la responsabilité des messages hébergés, et donc c'est la responsabilité individuelle. Je pense qu'il y a suffisamment de lois, effectivement, sur le sujet. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. La difficulté, c'est de les mettre en œuvre après. Et donc, qu'est-ce qui fait, à votre avis, vous avez déjà commencé à aborder un petit peu le sujet, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que c'est aussi compliqué de légiférer dans ce sens-là? Voilà, c'est ça ma question. Liberté de l'expression, ça fait partie de nos fondamentaux et c'est un droit constitutionnel. Il ne faut pas le considérable, considérablement appliqué. Pardon, je ferme la parenthèse parce que c'est très perturbant. Moi, ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est que la distinction aujourd'hui entre hébergeur et hébergé, entre celui qui édite un contenu et celui qui ne fait que l'accueillir, elle est beaucoup plus complexe qu'elle ne l'était avec la LCEN en 2004. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette nuance n'existe plus. Il suffit de voir le travail que font les algorithmes des hébergeurs pour éditorialiser l'offre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un hébergeur, il n'est pas passif du tout. Donc cette responsabilisation, elle est pour moi, elle serait logique qu'elle advienne. Parce qu'il n'y a plus cette capacité de dire on est juste un rayonnage et les gens mettent à peu près ce qu'ils veulent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est en cela que je trouve que la piste que vous ouvrez, elle est tout à fait logique, puisque aujourd'hui, un User-Generated Content Platform, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est beaucoup moins du user et beaucoup plus de l'algorithme de l'hébergeur. Moi, pour peut-être compléter aussi, si on prend le problème dans l'autre sens, également du côté de la personne qui est lésée, par exemple via ces plateformes-là ou via ce jeu-là, elle a tout de même la charge de la preuve, cette personne-là, pour déposer plainte, puisque c'est normalement comme ça que ça doit se faire. Elle ne sait pas contre qui, déjà, elle doit la déposer. Il y a beaucoup de services également qui ne sont pas forcément avertis, parce que c'est pas vraiment démocratisé, et c'est pas du tout un réflexe qu'ont les joueurs et les joueuses de se dire « je vais aller porter plainte et même les personnes sur Internet après ce genre d'interaction sur Internet. C'est souvent des personnalités publiques qui sont déjà entourées par une horde de juristes, d'avocats, etc. Et c'est ces personnes-là qui vont le faire pour elles parce qu'elles ont les clés, oui, avec des moyens. Alors qu'on sait très bien que si on a une insulte sexiste ou une agression sexuelle dans la rue, on connaît la marche à suivre, là où on a l'impression que du côté du numérique, en fait, c'est pas la même démarche. D'où l'idée de la médiation, qui est une idée révolutionnaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Merci pour cet échange. Ma question, je voulais d'abord faire une observation sur TikTok, après je vais poser ma question. En Chine, justement, les fondateurs de ce canal, de ce réseau social TikTok, ils ont mis un cadre autour de TikTok. On ne voit pas le même contenu que chez nous. Là-bas, c'est beaucoup d'apprentissage, de la science, beaucoup de role modeling. En fait, c'est penser autour de on va créer les leaders de demain. C'est ça le TikTok chinois. Et en Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, c'est les loisirs, c'est l'aliénation. En fait, on pourrait penser qu'ils aliènent l'autre côté pour pouvoir les dépasser, quoi. Enfin bref, c'était une parenthèse. Merci pour votre question. Comme ça, voilà. C'est pas ça la question, c'est juste une parenthèse. Je voulais rebondir sur le sujet. Ma question, c'est, on a beaucoup parlé des solutions pour résoudre le problème du harcèlement, des pistes d'amélioration. Mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas se recentrer sur la base, c'est-à-dire le cadre familial et l'éducation en apprentissage?
Qu'est-ce que je veux dire par là ? Avant, je ne sais pas, il y a une époque, on avait des cours d'éducation civique, on avait des cours de morale, ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, mais le cocon familial aussi peut être déterminant, comme l'a dit Lou. Surtout les très jeunes, ils ont très peur de ce que pensent leurs parents, de décevoir leurs parents. Donc moi, je trouve qu'on néglige un peu ce cadre familial qui peut être déterminant dans l'éducation des tout-petits, et que aussi au niveau de l'école, on peut remettre des actes civiques, enfin de la transmission d'actes civiques pour éviter que ceux qui grandissent, on arrive à ça, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? La question est pour vous trois. Merci beaucoup. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de dire, mais là où vous avez raison, c'est qu'on fait énormément de formations. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par les opérateurs, par les associations, mais en fait, on n'est pas monté à l'échelle. C'est-à-dire que, d'abord, on s'adresse souvent aux jeunes. En fait, finalement, on fait beaucoup d'ateliers numériques, en particulier, par exemple, sur le cyberharcèlement, où on explique, on a des ateliers avec des associations sportives pour expliquer finalement et mettre les enfants en situation d'être harcelés ou d'être le harceleur, donc pour leur apprendre. Mais je pense que, et encore une fois, c'est une première étape qu'on fait cette année en se disant ce fameux contrat, c'est aussi une façon de rentrer un tout petit peu finalement ce sujet dans le cadre familial et de dire vous avez c'est une responsabilité qui est entre l'enfant et le parent. Moi je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin effectivement pour qu'il y ait une vraie prise de conscience. Alors rentrer dans l'école, pourquoi pas, ça c'est moi c'est pas mon job. Généralement les boîtes privées rentrent très peu dans les écoles. Par contre on peut aider, on peut effectivement fournir des kits, mais je pense que ça fait partie de l'éducation aujourd'hui. Comme il y a toute l'éducation civique, on devrait, et là ça remplace un peu cette notion de permis à points. Je suis désolée, j'y reviens, mais je pense que la chose que j'aime dans cette notion de permis, c'est juste de dire il faut effectivement passer le code de la route en fait. Mais ça ne veut pas dire avoir une usine à gaz au-dessus, mais passer le code de la route, oui, et le code de la route, c'est les règles comprendre comment ça marche, quelles sont les règles et comment est-ce qu'on utilise. Parce que, je le répète, je ne voudrais pas qu'on sorte de là en se disant, oh là là, les réseaux, c'est une catastrophe. Il y a aussi des choses incroyables. L'Internet, ça a été une source de progrès pour énormément de gens. Je rappelle que la Gen AI, par exemple, vous avez des startups aujourd'hui qui travaillent pour ce qu'on appelle le bien commun et qui font des choses absolument incroyables contre le cyberharcèlement. Par exemple, dans Bodyguard en est une, c'est une start-up française qui fait des choses incroyables pour protéger les jeunes et les moins jeunes du cyberharcèlement. Donc il y a aussi si on utilise bien cette techno, on peut faire des choses incroyables. Moi, pour rebondir sur le côté familial, c'est vrai que je trouve ça assez difficile de remettre ce poids-là sur les épaules des parents, et en même temps, ça semble logique que ça soit à eux d'assumer cette responsabilité-là. Mais souvent, quand j'ai des interactions comme ça avec des gens sur Internet, que ce soit dans le jeu ou sur les réseaux sociaux, j'ai toujours cette réponse-là qui me vient directement en tête quand il s'agit de sexisme. Je dirais, mais ta maman aurait honte, en fait, de te voir parler comme ça à des femmes sur Internet. Mais la réalité, c'est que la plupart des mamans et des pères n'ont aucune idée de ce que leurs enfants écrivent sur les réseaux sociaux, soit parce qu'ils n'y sont pas connectés directement, soit parce que les enfants, sciemment, n'acceptent pas de leurs parents les demandes d'amis de leurs parents ne connaissent pas leur pseudo non plus. Ça, je pense que ça devrait être quelque chose qui devrait être connu du côté des parents, l'identité de leurs enfants sur Internet. Et j'ai tout de même l'impression que plus on avance, plus il y a quand même ce côté un petit peu de défiance qui se construit dans l'adolescence aussi des enfants, où il y a ce côté moralisateur, en fait, des parents, où ça rentre par là et ça sort par là parce que c'est maman qui l'a dit, et oui, maman, elle veut pas que je joue toute la journée, et oui, maman, elle veut pas que j'écrive ça sur Internet. Et j'ai l'impression que ça doit beaucoup plus venir aussi des cercles d'influence, des cercles avec lesquels on grandit. Je pense au groupe d'amis, en fait, au groupe d'amis à la fois virtuel, le groupe de copains avec qui on joue aux jeux vidéo, et à la fois le groupe de copains du collège, du lycée, qui doivent eux aussi, enfin tous, arriver à se dire non, là, tu vois, tu peux pas faire ça, tu peux pas dire ça. Parce que c'est ça aussi le gros problème du harcèlement et du cyberharcèlement, c'est que c'est très rarement fait par une seule personne, en fait. C'est souvent perpétré, il y a cet effet de groupe qui fait qu'on se sent d'autant plus puissant. Et pour moi, pour tuer ça dans l'œuf, en fait, il faut qu'il y ait ces cercles vertueux dans les groupes d'amis, par exemple. Eh bien, voilà. C'est le dernier mot. Merci beaucoup, Lou. Merci beaucoup, Caroline et Philippe.
nous retiendrons le brevet des collèges et une interro, plus que ça, un contrôle en matière d'examen, d'accès sur Internet. Ça paraît, et le contrat avec un contrôle en droit civil également. Merci beaucoup et bonne soirée.